Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Église du Monde consacrée à la Hongrie. La Hongrie qui a en charge la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2011. Et à cette occasion, Église du Monde vous emmène en Hongrie, ce pays d'Europe centrale, un pays qui, depuis 20 ans, n'est plus sous régime communiste. Donc nous ferons le point sur la situation de ce pays, sur l'Église aussi catholique en Hongrie, dans ce pays qui compte 10 millions d'habitants, un pays à majorité chrétienne, nous le verrons au cours de cette émission. Alors quel enjeu aujourd'hui pour la Hongrie, quel enjeu pour l'Église et quel enjeu aussi pour cette présidence hongroise de l'Union européenne? Réponse avec notre invité, Maître Tibor Lé. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat du barreau de Paris, donc vous êtes en France, oui. Et vous êtes le président laïque de la mission catholique hongroise en France. C'est essentiellement à ce titre-là que vous êtes notre invité. Je précise également que vous êtes chevalier de l'Ordre de Malte et que vous enseignez le droit en Hongrie à l'université de Szeged, dans le sud de la Hongrie, c'est ça? Oui, c'est dans le sud de la Hongrie. exact. Donc vous venez régulièrement en Hongrie pour enseigner le droit qui est votre matière. Alors le premier sujet, c'est quand même ce sujet de la présidence hongroise de l'Union européenne, qui est effective donc depuis le 1er janvier, qui va durer pendant 6 mois. Certains éditoriaux en France ont salué d'une certaine manière cette présidence de la Hongrie par la Hongrie de l'Union européenne en expliquant qu'elle était mal partie. Elle était mal partie notamment à cause d'une polémique autour d'une loi sur la liberté de la presse. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de cette loi et de cette polémique? Est-ce qu'à votre avis, elle va durer très longtemps, cette polémique? Heureusement, non. J'espère qu'on va mettre un point final à cette polémique assez rapidement, dans la mesure où le Premier ministre hongrois, M. Orbán Viktor, s'est exprimé. Son ministre de la Justice, Tibor Navracsics, a également écrit une lettre à la Commission européenne. Dans cette lettre, qui est publique et que j'ai eu l'occasion de lire, il invite la Commission européenne de prendre connaissance du texte, les 130 pages, et ce n'est qu'après qu'on peut peut-être critiquer et de dire quel article, quel alinéa n'est pas conforme, n'est pas euroconforme, n'est pas conforme à l'Union européenne. Alors dans cette hypothèse, la Hongrie, elle est prête à faire les corrections nécessaires s'il y a correction à faire. Vous qui êtes avocat, à votre avis, il y aura des corrections à faire? Vous le savez ou pas? Est-ce que... vraisemblablement. Sur le plan politique, ça dépendra un peu de la Commission. Oui. Et si la Commission estime qu'il faut faire des corrections, je pense que le gouvernement hongrois est parfaitement ouvert et les corrections seront faites. Donc la polémique, elle est close pratiquement. Bon, alors au-delà de cette polémique, la présidence hongroise va durer 6 mois. Qu'est-ce qu'elle va apporter, selon vous, à l'Union européenne? 3-4 éléments de réponse. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette présidence hongroise? Eh bien, récemment, il y a quelques jours, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères hongrois qui avait déclaré que la présidence hongroise, que la Hongrie va gouverner, entre guillemets, l'Union européenne. Il a dit non. Un journaliste lui avait posé la question, il a dit non, on ne va pas gouverner, on va servir l'Union européenne. Et ça, c'est le but de la Hongrie, c'est de servir l'Union européenne. Alors, comment servir? Il y a déjà tout un timing, il y a un plan. Le Premier ministre hongrois, M. Orbán Viktor, a décidé de faire un peu la tournée des pays européens. Il y a 27 pays européens, donc faire la tournée des 26 pays européens. Il y a un peu plus d'un mois, il est venu en France, il a rencontré le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, et donc ils se sont convenus d'avancer et de coordonner ensemble les efforts de redressement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les problèmes économiques, la monnaie, l'euro qui est en difficulté, et puis ils ont abordé aussi l'ensemble des problèmes, ce que la présidence hongroise doit, peut-être pas résoudre, mais doit gérer. Et quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 dossiers qui, apparemment, doivent être quand même dans la politique de la présidence hongroise? Alors, j'ai fait une allusion. Donc, le premier dossier, c'est la stabilité monétaire, oui. C'est le problème de l'euro. Oui, oui. Il est vrai que la Hongrie ne fait pas encore partie de l'union monétaire,
de la monnaie commune, mais il n'en reste pas moins qu'elle a son avis, qu'elle peut aider et contribuer à la stabilité de cette monnaie. Donc ça c'est la première chose. Résoudre aussi quelques problèmes économiques qui se posent. Il y a aussi le problème éventuel de l'entrée éventuelle de la Croatie. Que la Hongrie soutient, que la France estime qu'il faut peut-être remplir toutes les conditions, mais il n'y a pas de veto. La Hongrie peut faciliter à ça, par exemple. Pardon ? La Hongrie peut faciliter à cette intégration de la Croatie dans l'Union européenne. Faciliter. Beaucoup de pays européens pensent que la Croatie est maintenant pratiquement prête. Elle est prête pour accueillir les valeurs européennes, pratiquement, les conditions sont remplies. Il y a aussi le problème de Schengen, c'est-à-dire d'élargir l'espace Schengen. Actuellement, la Hongrie, elle est à la limite de cet espace Schengen. Elle remplit parfaitement ses obligations, mais il est question de repousser et aller jusqu'à la frontière bulgaro-turque, jusqu'à la frontière roumaine, donc repasser les frontières de l'espace Schengen. Alors, la Hongrie a intégré l'Union européenne depuis déjà depuis 2004. Elle a intégré donc l'espace Schengen. Aujourd'hui, elle est en charge de la présidence européenne. Est-ce que vous auriez imaginé ça il y a plus de 20 ans, quand c'était encore sous régime communiste? Non. En quelques mots, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble extraordinaire? Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Personne, et les personnes qui disent le contraire, je pense qu'ils ne disent pas la vérité. Personne ne pouvait penser qu'un jour l'Union soviétique n'existerait plus, que l'Union soviétique va s'éclater. Personne ne pouvait penser. Personne. Et c'est un ballon d'oxygène énorme. C'est la liberté, le monde a changé. C'est formidable. Alors, Viktor Orban, c'est aujourd'hui le Premier ministre de la Hongrie. Il a rendu visite au pape Benoît XVI le 6 décembre dernier. Je vous propose de revenir sur cette visite avec ce reportage de l'agence H2O News. On regarde. Benoît XVI a reçu ce matin le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Lors des entretiens qualifiés de cordiaux, le Premier ministre a brossé un tableau de la situation sociale, économique et politique de son pays. Il a aussi été question de l'importance de la tradition chrétienne dans la vie de la nation et du rôle de l'Église catholique pour son renouveau. Les entretiens ont par ailleurs porté sur les prochains semestres de la présidence hongroise de l'Union européenne, relevant certaines convergences de vues entre la Hongrie et le Saint-Siège sur les grandes questions qui intéressent le continent européen. Enfin, le pape et le président hongrois ont parlé de relations et de coopération au niveau régional. Voilà, Viktor Orban et Benoît XVI, donc au Vatican. Viktor Orban a parlé de la tradition chrétienne de la Hongrie. À quand remonte-t-elle, cette tradition chrétienne, finalement au fondement même de la Hongrie? C'est Saint-Étienne, c'est ça? Exactement, il avait raison d'en parler. L'actuel gouvernement est composé d'un parti politique qui s'appelle le Fidesz, mais il y a aussi les catholiques, la démocratie chrétienne, si vous voulez. Donc il y a un parti catholique modéré, qui est une droite, mais une droite extrêmement modérée, ouverte et axée évidemment sur les valeurs chrétiennes. Donc c'est pour ça qu'il en a parlé au pape. Et cette tradition chrétienne remonte au fondateur de l'État, Saint-Étienne de Hongrie. C'était quand? C'était en l'an 1000. En l'an 1000. En 1000. Donc Saint-Étienne, fondateur de la Hongrie, qui est d'ailleurs un saint. Oui, donc ça dit beaucoup de l'origine religieuse de ce pays-là. D'ailleurs, la fête nationale est aussi une fête religieuse. Exactement. La fête nationale qui a été fixée au 20 août, c'est la fête nationale, c'est le 20 août. Cette fête nationale est une fête à la fois laïque et à la fois religieuse. Comment elle est religieuse et laïque? Juste pour qu'on comprenne, quand on est le 20 août en Hongrie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, contrairement à ce qui se passe en France, en France, le 14 juillet, vous avez un défilé militaire pour montrer la puissance française. Eh bien, en Hongrie, il n'y a pas de défilé militaire. Il y a une procession. Et les gens sortent de l'église, ils font le tour des bâtiments en chantant des psaumes, en priant, et après ils retournent dans l'église, dans la basilique de Budapest. Alors il y avait
le matin, ça se passe en général dans l'après-midi, et le matin, il y a aussi une cérémonie officielle qui est le côté laïque. Mais les deux sont un peu mélangés. Il y a une séparation de l'Église et de l'État, ça existe aussi, mais cette fête religieuse, elle est respectée par tous les partis. Les socialistes l'ont un peu moins respectée, mais à nouveau, le gouvernement qui est donc composé aussi de démocrates chrétiennes, l'Église a toute sa place. Et le peuple hongrois, a priori, la respecte, y compris dans son sens religieux. Le peuple hongrois respecte, bien sûr. C'est parce que Saint-Étienne de Hongrie, non seulement c'est un saint, mais en même temps, c'est le fondateur de l'État. Donc les deux sont liés, quoi, très fortement liés. C'est le fondateur de l'État. Alors, parmi les chrétiens en Hongrie, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 2 tiers de catholiques, 1 tiers de protestants. Quelle est l'origine des protestants en Hongrie? Eh bien, il y avait une tendance calviniste. Oui. C'est dû au fait que un des disciples de Calvin à Genève était un Hongrois de Transylvanie. Et après, il est retourné en Transylvanie et il a propagé le protestantisme. Et donc, il y a beaucoup de calvinistes, il y a d'autres protestants aussi. Enfin, l'Église protestante est assez active en Hongrie. Et géographiquement, ils sont plutôt situés dans l'est du pays, dans une ville qui s'appelle Debrecen. Ça, c'est la capitale du protestantisme. Alors, on a parlé de Saint-Étienne, fondateur de la Hongrie. Il y a aussi une autre figure spirituelle de la Hongrie qui a été Sainte Élisabeth de Hongrie. Et Benoît XVI, le pape, lui a rendu hommage le 17 novembre dernier, le jour de sa fête. Je vous propose de regarder ce reportage d'H2O. C'est à une femme animée d'une foi profonde et du désir de vivre chaque jour la volonté de Dieu que Benoît XVI a consacré sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi. Élisabeth de Hongrie, née en 1207, dont il a illustré la vie et les qualités spirituelles, rappelant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre sa réputation de femme dévouée et riche en bonnes œuvres. Bien que mariée à Ludovic de Thuringe pour des raisons politiques, son mariage était un mariage heureux, animé d'une foi sincère, a dit le pape. Élisabeth, qui est une vraie sainte de la charité, reste aujourd'hui un modèle pour tous ceux qui ont un rôle de guide à assumer, car, a-t-il expliqué, l'exercice de l'autorité à tous les niveaux doit être vécu comme un service rendu à la justice et à la charité dans la recherche constante du bien commun. Devenue veuve prématurément, Élisabeth consacra le reste de sa vie aux pauvres et aux malades. Elle décéda en 1231 et fut proclamée sainte 4 ans plus tard et patronne du tiers-ordre régulier de Saint-François et de l'ordre franciscain séculier. Que la figure de cette grande sainte de la charité nous inspire à nous aussi un amour intense envers Dieu et notre prochain, surtout envers les pauvres et les malades, envers tous ceux qui ont besoin d'une aide matérielle et spirituelle. En eux, nous sommes appelés à voir le visage du Christ crucifié, pauvre et humble. Voilà, Sainte Élisabeth de Hongrie. Maître Tiborlé, est-ce qu'il y a un retour aux grandes figures spirituelles en Hongrie, un retour à la foi, un renouveau catholique en ce moment en Hongrie? Oui, mais c'est difficile. C'est difficile parce que les 40 ans de communisme ont quand même marqué toute une génération. Lorsque le communisme battait son plein, donc dans les années sombres, il était très mal vu. Parfois même, les gens étaient licenciés s'ils fréquentaient l'Église. Donc il y avait une pression sur les catholiques, sur les religieux d'une façon générale. Et lorsque les communistes ont pris le pouvoir, ils ont tout nationalisé, étatisé, d'un jour au lendemain. Et l'Église a perdu ses écoles, l'Église a perdu ses biens. Maintenant, avec le changement de régime, on a rétabli. À nouveau, il y a des églises catholiques, il y a des écoles catholiques. Il y a un renouveau, il y a un journal, ou même plusieurs journaux catholiques. Donc, c'est vrai qu'il y a un renouveau. Mais ça va prendre encore une génération pour que la jeunesse actuelle retrouve sa foi d'autrefois, parce que les jeunes de 20 ans sont élevés par des personnes
qui n'ont pas connu, leurs parents, ils n'ont pas connu vraiment une vie religieuse, puisque la vie religieuse était opprimée. Donc ils n'ont pas de culture religieuse, quoi. Leurs parents n'ont pas vraiment de Leurs culture parents n'ont religieuse. pas, sauf, bon, évidemment, il y a une petite minorité qui a préservé, mais c'est un problème. C'est un problème. Vous parliez de ces 40 années de communisme. Comment s'est comportée globalement l'Église par rapport au communisme? Est-ce qu'il y a eu différentes périodes de traitement? Est-ce que le communisme, à certains moments donnés, essayé de ménager l'Église ou pas? Pendant un moment, d'ailleurs en Occident c'est vrai aussi, il y avait ce qu'on appelle des prêtres de gauche. Donc, le régime a essayé de diviser pour mieux régner et donc de fabriquer en quelque sorte des prêtres officiels du régime. Oui, qui étaient d'accord, peut-être pas tout à fait, mais sur les grandes lignes avec le régime qui a été mis en place par les Russes, donc par les communistes. Et donc aujourd'hui, cette période-là, elle est totalement oubliée, on essaye de la redécouvrir au sein de l'Église. La période de vie avec le communisme. Heureusement qu'il y avait une autre partie de l'Église, c'était l'Église résistante, dont le héros est Mindszenty, le cardinal Mindszenty, qui, lorsqu'il y a eu les événements de 1956, au moment de l'insurrection hongroise contre le communisme, contre l'Union soviétique, et que cette insurrection a été écrasée, Mindszenty, il a héroïquement pris la défense du peuple. Il était en prison, il y a eu un procès fabriqué, comme il y a eu beaucoup dans les années 50 par le régime, il y a eu un procès fabriqué contre lui, il a été condamné, il a fait la prison, et en 1956, il est sorti de la prison et il s'est mis du côté des insurgés. Et après, il a quitté la Hongrie et il a vécu en Occident. Mindszenty est considéré comme un héros pour nous, catholiques, et même pas simplement pour les catholiques, mais d'une façon générale, pour la Hongrie, c'est un héros qui a résisté au communisme. Alors, un autre prêtre hongrois résistant au régime communiste a été béatifié en octobre 2009. Il s'agit de Monseigneur Zoltán Láros Meslény, évêque auxiliaire d'Esztergom. Je vous propose de regarder ce portrait. Pasteur courageux, martyr du régime communiste hongrois, mort le 4 mars 1951 des suites des tortures subies au camp d'internement de Kisztárska. Monseigneur Zoltán Láros Meslény, évêque auxiliaire d'Esztergom de 1937 à 1950, a sacrifié sa vie pour l'Église et pour ses fidèles pendant les persécutions de la dictature. Il a été élevé à l'honneur des autels le 31 octobre dernier en la basilique d'Esztergom au cours d'une messe présidée par le cardinal Péter Erdő, primat de Hongrie. Le bienheureux Zoltán Meslény nous invite à être fidèles à l'évangile de la vie et de la vérité. Tel est son message aujourd'hui, vivre dans la communion, dans la liberté et dans la charité et construire, promouvoir et témoigner une civilisation de l'amour, de la vie et de la fraternité universelle, écrit dans son message Monseigneur Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, légat du pape à la cérémonie pendant laquelle il a lu la formule de béatification. À l'homélie, le cardinal Péter Erdő, archevêque d'Esztergom-Budapest, a présenté le serviteur de Dieu Meslény comme un modèle de témoignage chrétien soutenu par l'Esprit Saint et encore très actuel aujourd'hui. De nos jours également, a-t-il affirmé, nous percevons que notre égoïsme individuel et communautaire, notre myopie, notre soif de pouvoir, nos sentiments de haine nous font tomber dans un piège dont il nous est difficile de nous libérer avec nos seules forces. Seul l'amour miséricordieux de Dieu peut nous sauver de ce cercle infernal. La fidélité des martyrs, a conclu le cardinal Erdő, est source d'espérance pour nous tous. Voilà, Monseigneur Meslény, béatifié en octobre 2009. Maître Tibor Lé, comment on relie aujourd'hui, un Hongrois de 20 ans, le passé religieux et le passé culturel de la Hongrie? Est-ce que c'est un passé qui est connu? Le passé récent et le passé lointain, si on reprend vraiment à peu près le millénaire d'existence de la Hongrie.
pendant un certain temps, on faisait l'impasse sur une période d'histoire de la Hongrie, alors qu'elle soit le soulèvement de 1848 ou plus tard, ça dépendait des régimes politiques ou plus tard la période entre les deux guerres. Après le communisme a fait donc l'impasse là-dessus. Maintenant, on ne fait plus l'impasse sur rien du tout et on fait face à tout ce que la Hongrie a vécu. Et il y a eu des sujets qui étaient plus ou moins tabous. Lesquels? Un des sujets, c'est le traité de Trianon. Alors, dites-nous le traité de Trianon. Pendant le régime communiste, c'était un sujet tabou. Parce que l'Union soviétique s'est bien contentée de dominer un peu tous les pays de l'Est, tous les pays satellites. Et le principe, c'était de rien faire, de rien toucher et garder ses troupes dans tous ces pays-là. Alors le traité de Trianon, tout le monde ne s'en souvient peut-être pas forcément. C'est celui qui finalement, pour ce qui concerne la Hongrie, l'a réduit à peu près à la portion qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant, l'Empire austro-hongrois et la Hongrie étaient un pays beaucoup plus grand. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine nostalgie de cette grande Hongrie? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on reproche en ce moment à certains Hongrois, d'avoir cette nostalgie d'une grande Hongrie et que finalement, voilà, l'histoire a fait son chemin et aujourd'hui, on est... Ouais. Est-ce qu'elle est réelle, cette nostalgie? Cette nostalgie, elle est réelle. Je pense que lorsque vous allez en Hongrie, on va vous en parler. Pourquoi? C'est une blessure qui est actuelle, qui n'est pas fermée. Il n'y a pas une famille hongroise où il n'y a pas un oncle, un frère, une sœur qui habite en dehors des frontières de la Hongrie, en Transylvanie, en Serbie, en Slovaquie. Donc, on vit ce problème tous les jours dans sa chair. Donc on ne peut pas, c'est très difficile de faire l'impasse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'est passé vraiment une injustice historique que beaucoup de Français aujourd'hui reconnaissent. François Mitterrand, lorsqu'il est allé à Budapest, il a reconnu que le traité de Trianon était une erreur, il l'a dit. Jacques Chirac a abordé plus ou moins dans le même sens. Bon, donc c'est quelque chose qui est resté quand même une blessure. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y avait une commémoration à Versailles, devant le palais du Trianon, organisée par la Fédération mondiale des Hongrois. C'est une organisation tout à fait indépendante, mais il y avait une commémoration. Et puis, il y avait aussi au Sénat, avec des sénateurs et avec des journalistes et des historiens français, où il a été invité aussi les représentants de la Petite Entente. Et il y a eu tout un débat sur ce sujet, qui n'est plus un sujet tabou. D'accord. Aujourd'hui, que la Hongrie, pendant 6 mois, va être présidente de l'Union européenne, quel est le regard du peuple hongrois sur l'Europe et finalement sur le fait de refaire partie, avec peut-être d'anciennes parties de population européenne qui étaient avant dans la Hongrie? Est-ce que c'est une source d'espoir pour retrouver, eux, ceux qui faisaient avant partie de la Hongrie? Le fait maintenant d'avoir intégré avec d'autres pays l'Union européenne? Oui, alors, il faut dire que le nouveau gouvernement, dirigé par M. Orbán Viktor, a fait voter, dès que le gouvernement est entré en fonction, a fait voter une loi donnant la double nationalité ou la nationalité hongroise aux personnes qui l'ont perdue. Par les changements de frontières ou pour d'autres raisons. Et autour de la Hongrie, donc, vous avez, selon les chiffres, vous avez une population aux alentours de 3,5 millions de Hongrois dans le bassin des Carpates, et vous en avez encore à peu près 1,5 million dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Donc, la diaspora représente à peu près un tiers de la population hongroise. Et comme pratiquement tous les pays, la Hongrie aussi, donne la possibilité à ses ressortissants de prendre la nationalité hongroise.
la Croatie l'a fait, les Roumains l'ont fait pour les Moldaves, donc c'est tout à fait euroconforme. Et donc ça veut dire aussi que c'est d'une certaine manière une forme de retrouvaille peut-être pour certaines familles. Merci beaucoup Maître Tiborlé d'avoir participé à cette émission. Pour finir, je renvoie à quelques ouvrages sur la Hongrie. L'excellent livre d'Henri Bogdan sur l'histoire des pays de l'Est des origines à nos jours, des éditions Perrin Tempus. Et aux mêmes éditions, l'histoire de la Hongrie de Miklos Molnár. Et puis un livre d'Yves Daruvar, Le destin dramatique de la Hongrie. Merci encore à vous Maître Tiborlé. Je rappelle que vous êtes le président de la mission catholique hongroise en France et vous êtes avocat. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition d'Église du Monde consacrée à la Hongrie. À très bientôt et à une prochaine édition d'Église du Monde.